Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de Free Speech où nous donnons la parole à tous les acteurs dans divers domaines pour recueillir leur opinion sur un fait. Et pour ce numéro, ils seront deux à faire l'exercice avec nous sur un sujet à caractère social, les liens du mariage pour une postérité des progénitures, c'est une question. Oui, vous l'avez bien entendu, nous parlerons aujourd'hui du mariage et les multiples cas de divorce que nous assistons au quotidien. Pourquoi le mariage? Pourquoi de nombreux cas de divorce? En quoi ces divorces impactent-ils la vie des enfants? Autant de questions à poser à nos invités qui sont deux membres du bureau de l'ONG Foyer FIFA. Monsieur Agasoussi Barnabé, président de l'ONG Foyer FIFA, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, à ma gauche, j'ai également le secrétaire de l'ONG Foyer FIFA. Il s'appelle monsieur Mpéou Apoin Timo Léo. Je crois que je prononce bien le nom, hein? Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment vous allez? Bien, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, je disais, vous êtes tous deux membres de l'ONG Foyer FIFA et c'est le président de l'ONG. Alors, je m'adresse à vous. Quand on dit Foyer FIFA, c'est quoi déjà? Bon, Foyer FIFA, vous savez, comme le nom le dit déjà, il y a le foyer qui est il y a un nom en français. Voilà. Et FIFA, c'est la langue vernaculaire. La langue locale. Notre langue locale. Donc ça signifie déjà la paix. La paix. Donc on a associé les deux termes, foyer, FIFA, foyer, la paix. Quoi. Le foyer et la paix. Alors voilà. Nous allons revenir dans en seconde partie de cette émission. Vous allez présenter l'ONG et nous parler en quelque sorte des différents objectifs de cette ONG-là. Alors tout à l'heure, je l'annonçais dans mon introduction, nous voulons parler du mariage, nous voulons parler des nombreux cas de divorce que nous assistons. Et c'est pourquoi j'ai invité les deux. Je m'adresse d'abord au secrétaire. On parle du mariage. Pourquoi le mariage, selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Le mariage, par définition, c'est un processus dans lequel deux personnes s'engagent à rester ensemble et de façon libre et consensuel. Alors, donc, le mariage, c'est, dans nos cieux ici, le mariage est de plusieurs types. Il y a le mariage coutumier, il y a le mariage à l'état civil et le mariage religieux. C'est le mariage coutumier qui prend le dessus. Parce que souvent, beaucoup ne comprennent pas les implications du mariage civil et du mariage religieux. Bon, le mariage religieux, je crois que c'est par commodité religieuse que ça se passe. Donc, alors, tout à l'heure, je m'adresse au président. Tout à l'heure, dans la définition du secrétaire, il disait que c'est une situation un peu consensuelle. Ça doit être un libre choix pour l'homme et pour la femme. Mais est-ce que cela voudra dire, si je veux me marier, les parents ne devraient pas être impliqués? Oui, les parents doivent être impliqués. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes en Afrique et notre éducation de base nous permet d'aller voir, d'avoir les conseils et aussi la bénédiction des parents. Des parents. Mais cela ne veut pas dire que les parents devront choisir à notre place. Non, pas du tout. Le monde a évolué, donc on n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Mais est-ce que si le parent voit que je viens à la maison avec une femme, une fille, je présente ça à mes parents et que les parents disent non, mon enfant, la fille que tu as amenée, cette fille-là ne nous inspire pas confiance. Est-ce que cela voudra dire que tout simplement, puisque les parents n'ont pas accepté, moi-même je dois laisser cette fille et aller chercher une autre fille? Monsieur le secrétaire. Merci. Ben, ça dépend des éducations. Sous d'autres cieux, l'éducation que le parent ou pas le parent, l'homme ou la femme a reçue, lui inculque qu'on doit obéir à ses parents. Et si on doit obéir à ses parents, c'est ce que le parent dit que je respecte. Donc, mais ailleurs, pas, disons,
par complaisance, il y a des enfants, des filles comme garçons, qui disent « je m'en fous de ce que mon papa dit, je peux quitter la maison ». Et ça, c'est une copie de l'Occident. C'est une copie de l'Occident. Sinon, dans nos traditions, il n'est pas possible, il n'est pas accepté que vous désobéissez à votre parent. Avant de choisir Avant de choisir voilà. Une femme. Alors, la question c'est, le mariage doit impliquer qui et qui pour un foyer paisible du matin au soir. Pour un mariage durable, par exemple, ça doit impliquer quoi? Ça doit impliquer qui? Bon, le mariage doit impliquer d'abord les deux personnes. Les deux personnes, c'est l'homme et la femme, qui sont déjà consentants, qui se sont choisis et certainement se connaissent un peu et disent, ils ont tracé leurs objectifs. Maintenant, pour avoir une bénédiction, pour donner une longue vie à cette union, on est souvent amené vers les parents et d'autres témoins. Si nous allons à l'état civil, on a besoin de témoins. À l'état religieux aussi, on a besoin de témoins. Et ces témoins sont peut-être des conseillers pour nous dire, bon, avant que le mariage n'ait lieu, donner des conseils de part et d'autre. Donc, les deux sont concernés d'abord, et après, les parents, des deux côtés, que ce soit de l'homme et de la femme, et après, bon, les témoins et autres. Pour partager Voilà. la même vision que ces deux mariés-là. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a cette possibilité où le couple est libre de choisir soit le mariage coutumier, soit le mariage civil, ou soit le mariage religieux. Selon vous, vous qui êtes président de l'ONG Foyer FIFA, qui s'occupe beaucoup plus des couples avec leurs différents problèmes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il y a un mariage qui est au-dessus de l'autre, ou bien les trois mariages que nous voulons de citer vont de pair, ou il faut faire forcément les trois mariages pour être en paix au foyer? Bon, vous savez, ça dépend de comment chacun voit les trois mariages. Et les trois mariages, nous allons prendre maintenant en considération ce qui est la base au Bénin, c'est-à-dire les trois vont de pair. Vous voyez, et il y a d'autres qui négligent du côté religieux, et ils font simplement ce qui est au niveau de la religion, et puis ils terminent et finissent au niveau de l'administration, et cette s'arrête là. Et là, vous allez constater qu'après ça, a des répercussions, parce que après s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple à la femme ou bien au monsieur, on va vous dire qu'on ne vous connaît pas. C'est sur le plan religieux, voilà. Et c'est de là, il faut attaquer, parce que à la base, nous savons tous que il faut, comment on appelle, il faut l'approbation, il faut aussi connaître les parents des deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'homme et du côté de la femme. Et c'est à base de ces choses-là que la cérémonie, ça se fait. Et c'est quand on finit ça maintenant que nous allons maintenant procéder maintenant au niveau de la cérémonie, au niveau de la religion et au niveau de l'état civil. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, mettons on brime et puis on va simplement au niveau de l'état civil et puis ensuite on fait à la condition de l'état s'arrête là. Alors que ça a des répercussions. Alors vous partagez les mêmes avis que le président? Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui maintenant, nous allons aborder l'autre cas. On vient de parler du mariage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Nous n'allons pas prendre tout le temps pour évoquer ça. Ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est les nombreux cas de divorce que nous constatons aujourd'hui. Moi, par exemple, j'observe en tant que journaliste, quand je prends même mon quartier, je constate beaucoup de mères célibataires, je constate des couples recomposés ou qui étaient entre-temps ensemble avec d'autres, mais qui, au final, se sont divorcés pour se marier à d'autres personnes. Il y a tellement de choses aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi de nombreux cas de divorce, notamment aujourd'hui au Bénin, monsieur le secrétaire? Oui, et je crois que c'est d'abord ce constat-là qui nous a amené à la création de l'ONG Foyer FIFA. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Alors, le problème capital, c'est que, en premier lieu, les gens sont difficilement disposés à accepter l'autre tel qu'il est. C'est ça le problème capital. Autrement dit, il n'y a pas la tolérance. Il n'y a pas la tolérance. Et deuxièmement,
on ne s'est pas beaucoup étudié, on ne s'est pas bien vu, on n'a pas compris les pratiques, disons, de chez lui, l'éducation que l'autre a reçue, et de façon brutale, on se met ensemble. Et c'est quand on se met ensemble que les vrais aspects du comportement, disons, d'agissement ou de principe commencent par sortir, et on se dit, mais je ne tolère pas ça, je n'aime pas ça, ainsi de suite. Et au lieu de patienter, parce qu'on parle du mariage, il y a l'amour. Mais l'amour accepte tout. L'amour est tout. Mais est-ce que tout le monde comprend ça? Parce que si je t'aime, c'est que je t'aime même si tu as les oreilles coupées et tu n'es pas... Comme on le dit souvent, on se marie pour le meilleur, pour le pire. Mais aujourd'hui, ça se prononce, mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, c'est ça qui est à la base de tout ça. Et on n'arrive pas à s'accepter. Ça fait partie de la cause principale que vous dénoncez. Ouais. Président, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Oui. Comment cela se fait, selon vous? On parle de la cause principale parce que on ne s'accepte pas, on ne tolère pas certaines choses, alors qu'on a eu le temps, par exemple, de se connaître. On a traversé la période de fiançailles, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comment se fait-il que malgré ça, c'est dans le foyer maintenant qu'on se découvre que telle personne a tel principe et telle personne a telle éducation qui ne va pas avec le foyer qu'on veut vraiment construire? Oui, merci monsieur le journaliste. Vous savez, si ces gens du cas, ces facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui affectent sur la vie. Bien sûr, la cause principale dont le secrétaire a parlé tout à l'heure. Nous allons noter le manque de communication. Et parce qu'aujourd'hui maintenant, il suffit seulement de je dis, je t'aime et puis ça va. Et puis 2 jours, 3 jours après, on prend des enfants et puis on forme déjà une famille et puis c'est fini. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça doit être des étapes à suivre. Voilà. Et c'est notamment à cause de ça que notre ONG a été créée pour donner une formation de base, la sensibilisation, ce qu'il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que dans le couple, tout le monde est égoïste, l'homme et la femme. Et il n'y a pas de pardon. Alors que dans un foyer, on ne doit pas laisser un problème jusqu'au lendemain. Non, on doit régler le problème. Et dans un couple, il y a quelques phrases, des mots, 3 mots, qui doivent rester dans la famille. Et c'est ça qui va faire que la femme et le couple, et qu'on appelle, le foyer soit apaisé. Il y a le pardon et le merci. Donc, aujourd'hui maintenant, est-ce que la génération dont j'en fais partie aujourd'hui, est-ce que la génération aujourd'hui dont j'en fais partie, est-ce que ceux-là arrivent maintenant à demander pardon? Mais on enseigne tout ça à l'église, on enseigne tout ça dans la société, on enseigne ça même au sein des familles. Lorsque vous prenez par exemple des filles, on leur dit, si leur maman par exemple leur dit souvent, voilà, tu dois aller dans ton foyer, tu dois être soumise à ton homme. Comment se fait-il que malgré ces différentes éducations que vous venez d'évoquer, on continue d'observer cela? Mais oui, puisque aujourd'hui, comme il a dit, notre génération, la génération montante, regarde plus le dehors que l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit faire les autres, mais on se demande, est-ce que dans mon cas, c'est utile? C'est normal de faire? Est-ce que c'est compatible avec mon engagement? Le foyer dans lequel je suis. Voilà, dans le foyer que je suis. Et quand on observe, on se dit, je suis brimé, je suis fait ceci, ainsi de là. Et là, la personne, la femme ou l'homme, commence par à voir que ma femme là, elle me manque de respect. Hein. Alors que l'autre là-bas, là, il est respecté par sa femme. Et bon, quand il vient, on le sait, moi je viens là, c'est moi-même qui vais me puiser de l'eau pour me laver, ainsi de suite. Et quand on commence par faire ces analyses, on passe à côté. Parce que l'objectif premier, c'est qu'on doit rester ensemble, tisser une relation et apprendre à se découvrir. Parce que réellement, ce qui manque à l'autre, c'est ça que je lui apporte. Et ce qui me manque, c'est ça qu'elle m'apporte. Si dans on doit se compléter. On doit se compléter, voilà, justement. Et là, si on est dans ce schéma-là, c'est sûr qu'il y aura l'équilibre. Il y aura l'équilibre et il n'y aura pas de remue-ménage qui va durer, comme l'a dit le président, jusqu'au lendemain. Quand je vois que ma femme est fâchée, je me retire, je réfléchis et il a parlé du pardon. Bon, madame, excuse-moi,
On va en reparler. C'est-à-dire, il devrait cultiver en quelque sorte l'humilité. L'humilité. Alors, l'humilité dont vous parlez, souvent, ça vient. Tout à l'heure, le secrétaire a dit, le président, le secrétaire disait qu'il n'y a qu'on regarde dehors, on veut copier tout ce qui est fait dehors, on veut ramener ça dans le foyer. Qu'est-ce qui devrait faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on ne copie pas ce qui est dehors? Parce que qu'on le veuille ou non, nous appartenons tous à une société. Je suis un homme, j'ai par exemple un frère qui s'est marié également, où sa femme arrive à le respecter correctement, alors que moi, ma femme, n'arrive pas à me respecter, je dois quand même hausser le ton, n'est-ce pas? Oui, très bien. Merci aussi, journaliste. Vous savez, on ne doit pas faire le suivisme dans un couple. On ne doit pas faire le suivisme dans un couple. Voilà. C'est pas ce que l'autre fait chez lui que moi-même je dois faire. Chaque couple a sa réalité. Et la réalité de ma famille, de mon couple, c'est différent de ce que l'autre est en train de vivre chez lui là-bas. Donc, on ne doit pas, en réalité, suivre ce que mon ami est en train de faire. Comme mon ami tape sa femme, moi, je vais commencer par taper ma femme. Comme mon ami a donné maintenant un pain à sa femme lors de telle chose, moi, je dois le faire. Non, c'est la capacité. Ça dépend. Même si je ne le donne pas, je peux peut-être trouver d'autres moyens pour l'expliquer. Ah, ma chérie, je n'ai pas aujourd'hui. Ma femme, je n'ai pas aujourd'hui. Mais demain, vous savez la situation. Ça, c'est la compréhension dans la famille. Donc, tout ça, c'est l'éducation de base. Parce que les deux ont quitté deux familles différentes. C'est-à-dire les deux n'ont pas reçu la même éducation. Donc, quand ils veulent rester ensemble, s'il n'y a pas un accompagnement à côté, si j'ai des problèmes, voilà, j'ai un problème. Et on ne sait pas qui va m'aider à résoudre ce problème. C'est là qu'on cherche à faire ce qu'on veut. Et c'est là qu'on cherche à faire ce qu'on veut. Voilà qu'on n'a pas d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant commencer par tapoter. Et commencer par faire de l'improvisation et insulter, comme j'ai déjà pensé. Je sais que mon ami qui est à côté insulte sa femme. Moi, je vais commencer par hausser le ton. Ça, c'est de l'improvisation. Voilà. Donc, c'est pas de faire la chefferie à la maison qui montre que, voilà, je suis Dieu. Non. Là, le secrétaire, tout à l'heure, vous avez parlé, on tourne autour de la cause principale. L'humilité, s'accepter, tout qui manque, les défauts d'éducation, les manques de communication, j'allais dire, qui manquent aujourd'hui dans le foyer. Mais il y a que très souvent, en dehors de cette cause, on se pose la question, vous l'avez même évoqué tout à l'heure, qu'il y a certains qui ne sont pas prêts pour aller au mariage, mais qui se retrouvent dans le foyer. Je pose la question comme ça, à quel âge je dois fonder un foyer, à quel âge je dois me marier, à quel âge je dois rentrer dans la vie d'un homme et fonder un foyer, selon vous et selon ce que vous observez sur le terrain. Oui, et je crois que par rapport à ça, à cette question, nous connaissons tous que l'âge majeur, c'est à partir de 18 ans. Et aujourd'hui, c'est en dessous de 18 ans, les gens se mettent déjà en couple. 16 ans, 17 ans, mais par le passé, c'est au-delà de 18 ans que vous pouvez prétendre amener quelqu'un à la maison pour dire c'est mon ami. Mais aujourd'hui, les gens, déjà à l'école, il y a les réseaux sociaux, tout ce truc-là qui passe, qui amène, qui donne une autre éducation à nos enfants. Et si bien qu'ils pensent que c'est s'amuser. Faire ça, c'est s'amuser, on s'amuse avec le sexe et on tombe dedans. Et quand il tombe dedans, si le parent n'est pas prêt, qu'il n'est pas consentant, la seule manière de te faciliter la tâche, c'est de dire, bon, tu rejoins ton homme. Et quand elle arrive là-bas, elle constate que, on s'amusait à l'école. Mais ici, là, ce n'est pas l'amusement. Parce que le foyer, la famille, c'est un terrain, un grand terrain d'entraînement. Et ce terrain d'entraînement-là, il y a des faux jeux, de vrais jeux, mais tu es obligé d'accepter ces jeux-là si tu veux rester. Si tu n'acceptes pas, tu vas te retrouver dans la rue ou bien dehors. Et en ce moment-là, c'est ce cas de divorce que nous constatons partout. Parce que les gens ne se connaissent pas réellement. Ils se connaissent aussi dans la rue. Et on ne connaît même pas son origine, ses parents, de quelle ethnie, quelles sont les éducations reçues, ainsi de suite. Or, par le passé, avant que tu n'ailles vers une femme, c'est tes parents qui vont d'abord, qui vont voir et te dire, bon, cette famille-là, c'est une bonne famille. L'éducation là-bas, tu peux épouser une femme. Et là, la famille, ta famille, te protège comme ça et protège en même temps l'union. Parce qu'ils auront l'œil pour voir les dérapages qui peuvent amener
l'un ou l'autre à se fâcher, à jeter l'éponge et dire attention, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors, je tourne vers le président. Tout ce que vous venez de dire, des nombreux cas de divorce, on est tous d'accord que le constat est là et que des faits, on constate des faits au quotidien dans les quartiers, etc., etc. Lorsque les divorces sont souvent consommés, il y a une catégorie, une couche qui est beaucoup plus lésée, qui est beaucoup plus vulnérable. Je veux parler beaucoup plus des enfants. Est-ce que les divorces impactent-ils les enfants dans des couples? D'abord, le divorce, c'est une situation très difficile. Et d'abord chez les grandes personnes et quand c'est pour les enfants, alors ça impacte sur beaucoup de plans, sur le plan émotionnel et social et éducatif aussi. Voilà. Et vous allez constater que ces enfants, vous allez voir, sont souvent stressés. Il y a la tristesse en eux. Ils sont souvent des gens qui sont frustrés. Voilà. Et parce que les parents ne sont pas ensemble pour apporter la même éducation pour eux. Et quand il y a le divorce, les deux parents ne sont plus ensemble. Et il y a la décence, il y a l'affection soit du papa ou du maman qui manque à l'enfant. Et ça rend. Quand ça vient sur au niveau du plan éducatif, l'enfant, vous allez constater que la diminution du taux de réussite de l'enfant. Vous allez voir que l'enfant qui était brillant, il va commencer par régresser dans le travail, parce qu'il est soucieux. Parce que quand il vient, il va dire que voilà que mes parents ne sont pas ensemble, voilà que les parents, les autres, son ami qui est à côté, sont pas la main dans le véhicule, on le dépose, et puis ça, maman vient dire au revoir, mon chéri, tout ça, il part, et puis lui, il est là, il ne sait pas comment son papa, comment il vit là-bas. Donc ça frustre les enfants, en quelque sorte. Donc, c'est pour cela, même s'il y a de divorce, parce qu'on ne peut pas empêcher les divorces. Quand il y a le divorce dans le couple, il faut que les parents puissent aussi aider les enfants sur le plan affectif. Les venir faire comprendre aux enfants pourquoi le divorce a été consommé, pourquoi nous sommes séparés, et les faire comprendre les raisons de leur chose qu'on appelle de leur choix. De leur séparation. Voilà. Donc comme ça, les enfants sauront que voilà que mes parents sont séparés, mais c'est à cause de telle raison, à cause de telle raison. Donc ça impacte sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans. Secrétaire, vous dites pratiquement les mêmes choses. Bien sûr, et ça me rappelle quand même une histoire d'un couple où, disons, la femme et l'homme ils sont en train de se séparer. Et là, l'enfant a constaté que ça ne va plus entre son père et sa mère. Ça l'a tellement touché où un jour, il revenait de l'école et ses camarades sont en train de parler de comment leur papa et leur maman sont complices, ils font des shopping, ils vont au voyage, ainsi de suite. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer et quelqu'un le rencontre et dit c'est quoi? Et elle ne parlait pas. C'est une fille, elle ne parlait pas. Et les parents, ils ont appelé ses parents pour dire on a retrouvé votre fille qui est en train de pleurer. Les parents sont venus. Et la maman qui était même, qui jetait l'éponge, c'est elle qu'on a appelée venir. Et on lui a posé des questions. Finalement, elle a dit que ça lui fait mal, que ses camarades sont en train de parler de leur papa et de leur maman qui sont très joyeux, qui font des shopping, qui voyagent, ainsi de suite. Mais dans son cas, c'est ça, quand il a entendu ça, ça l'a fait mal et elle pleurait. Alors, et au bout du fil, cet enfant a échoué à l'école. Il n'a pas eu sa moyenne pour passer en classe supérieure. Et c'est dû au fait que finalement, les parents aussi ont compris. Ils ont compris par les échanges que nous avons eus, ainsi de suite, ils ont compris que la faute là provient des parents. D'autres cas, ils sont allés au tribunal, mais le juge dit, vous divorcez, vous ne pouvez pas divorcer les enfants, parce qu'ils se sont partagés, ils ont dit, moi je prends le garçon, lui prend les filles. Et le président du tribunal a dit, non, c'est pas possible, si vous voulez divorcer, ne divorcez pas les enfants, ils sont de même père, même mère. Donc, vous choisissez, soit c'est la femme qui garde tous les enfants, ou bien c'est l'homme qui garde tous les enfants, pour éviter, parce que l'éducation sera différente.
l'homme qu'on va garder ailleurs et les filles qui vont rester ailleurs vont se voir, mais n'auront pas quand même le même... Est-ce que cela voudra dire tout simplement que même après le divorce, il devait avoir un canal d'échange entre le papa et la maman au nom des enfants? Obligatoirement. Si un couple se disloque, ils doivent tout faire. Ils savent pourquoi ils se sont disloqués. Mais ils doivent tout faire pour maintenir le contact, le dialogue. Le président a dit tout à l'heure, le dialogue, pour que les enfants sachent que, mon papa et maman, ils se parlent. C'est qu'ils ont changé seulement de domicile. Ils se parlent. Et là, par rapport aux besoins des enfants, c'est ensemble qu'ils doivent décider. C'est ensemble qu'ils doivent accompagner les enfants dans leur éducation, dans leur habillement, éducation religieuse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas ça, souvent, c'est ça, on dit, à qui profite le divorce, ça ne profite à personne. Les deux parents qui se sont séparés aussi sont perdants, mais les plus perdants, c'est les enfants. Le plus perdant, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui sont plus perdants. Parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut écouter, à quelle fin se vouer. Et quand ils se regardent à l'extérieur, ils voient à l'extérieur, ils voient que les couples consolidés qui sont bien, l'harmonie qu'il y a là-bas, là, c'est vivable, c'est une ambiance vivable. Et ça dit, c'est bon à voir. Mais dans son cas, soit certainement, l'enfant se retrouve seul parce que, bon, il voit que son papa et sa maman ne sont pas ensemble. Mais c'est comme si lui-même, il est seul, quoi. Tout à fait. Et c'est dans ce cas-là que vous intervenez souvent avec votre ONG, et raison pour laquelle, pour la seconde partie de cette émission, nous allons aborder la question sur cette ONG-là, parler des objectifs, des actions, des difficultés aussi, si possible, de votre ONG. Pourquoi vous avez accepté militer dans ce domaine-là? Parce qu'on peut choisir d'autres domaines, mais vous avez accepté choisir ce domaine-là. Nous allons revenir, nous allons juste marquer une courte pause publicitaire et nous allons revenir pour parler de votre ONG. À tout à l'heure. Pour vos anniversaires, mariages, communions, dot, vacances, hébergements, séminaires, événements de tout genre, Silva Beach, le cadre idéal. Dressé sur un domaine de 1 hectare, Silva Beach dispose de 5 bâtiments très bien équipés avec des chambres confortables, à la fois ventilées et climatisées, d'un court de tennis pour une détente parfaite entre amis et en famille, d'une cuisine communautaire accessible à tous les clients, de vastes aires de fête, de 2 parkings suffisamment grands pour contenir vos engins et véhicules. À Silva Beach, vous avez également une vue directe sur la plage depuis votre chambre. La porte de l'arrière-cour vous donne un accès facile sur la mer. Plusieurs d'autres surprises vous y attendent. La place de fête et d'hébergement Coussejour Silva Beach vous donne le sentiment d'être chez vous avec toutes les commodités qui s'y prêtent. Silva Beach est situé à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, à environ 10 km de Ilakondi, frontière Bénin-Togo, et à 110 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Pour tout renseignement et réservation, contact, appel et WhatsApp, plus 229 46 00 13 28. Email silvabeach54@gmail.com. Suivez depuis votre maison, c'est bien sûr l'émission Free Speech qui donne la parole aux différents acteurs de divers domaines. Et nous sommes en train de parler du mariage, nous sommes en train de parler de divorce, l'un des cas, l'un des fléaux de notre société, de divorce notamment. Et dans un premier temps, nous avons évoqué le mariage, nous avons parlé des différentes raisons qui poussent les couples à se disloquer. Nous avons parler également des impacts de ce divorce, notamment sur la couche vulnérable. Je veux parler des enfants. Et cette fois-ci, pour la seconde partie de cette émission, nous allons évoquer la question sur et la présentation sur l'ONG Foyer FIFA. C'est quoi l'ONG Foyer FIFA? Quels sont les objectifs des actions, des difficultés également? Nous allons évoquer avec nos invités. Je suis avec le président. C'est vrai qu'à l'entame de cette émission, vous avez semblé un peu présenter l'ONG Foyer FIFA. Maintenant, vous avez la parole. C'est quoi l'ONG Foyer FIFA? Bien, l'ONG Foyer FIFA, comme je viens de le dire à l'entame de l'émission, c'est une ONG qui parle
des couples, les difficultés que rencontrent les couples. Et nous avons constaté que aujourd'hui, il y a des couples qui souffrent en silence. Et il faut avoir maintenant comment les aider. Et ils ne savent pas souvent là où ils vont aller pour faire entendre. Pour avoir des conseils, pour se confier, etc. Voilà. Donc, notre ONG prête oreille à ces gens de personnes qui sont dans des difficultés. Et c'est suite à ces réflexions que nous avons pensé créer l'ONG pour venir en aide à ces gens de personnes. Vous avez créé un centre d'écoute pour permettre un cadre d'échange entre les couples en difficulté. Secrétaire, le président vient de présenter brièvement votre ONG. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi avoir choisi ce terrain-là. Parce qu'il y a d'autres domaines, l'éducation, la santé, ces consorts. Mais vous avez décidé, par exemple, de créer une ONG qui s'occupe des foyers, qui s'occupe des couples. Pourquoi? Oui, merci beaucoup. Et je crois que le constat général, même si nous n'avons pas de statistiques, parce qu'il y a un travail au Bénin et qui s'est penché sur ça pour nous donner des statistiques réelles. Mais à voir le cours de la vie, ce qui se passe autour de nous, nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes de couple. Et le problème de couple, souvent, échoue sur le divorce. Alors, et ces cas de divorce, on en a parlé tout à l'heure, créent beaucoup de situations. Et pour remédier un temps soit peu, pour amener les gens à bien comprendre et bien choisir, l'ONG que nous avons est là pour, comme le président l'a dit, ramener ces gens-là dans un bon sens, pour qu'ils comprennent les implications de l'un et de l'autre dans ce problème de mariage. Donc, et là, ça nous permettra de, comment appelle-t-on, d'aider les couples en difficulté pour les amener une stabilité et le bonheur tant recherché dans un couple. Là, c'est comme si vous intervenez en tant que conseiller matrimonial. Voilà. Alors, très souvent, je suis entièrement d'accord avec vous. Après avoir présenté l'ONG, vous avez parlé de pourquoi vous avez choisi cette voie-là, si on peut dire ainsi. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette ONG-là? Merci beaucoup. Et pour notre objectif, pour notre ONG, nous avons 4 objectifs principaux. Allez-y. Le premier objectif, c'est sensibiliser et éduquer les foyers sur l'épanouissement des couples. Sensibiliser et éduquer les foyers sur l'épanouissement des couples. Autrement dit, est-ce que, si vous pouvez m'en aider ça un peu, est-ce que cela voudra dire que vous aidez les couples à ne pas connaître de divorce, vous aidez les couples dans leur épanouissement, c'est ça? Oui, on amène les couples à comprendre pourquoi ils sont ensemble et quel est le bienfait d'être ensemble sur la progéniture et surtout le ménage en général. C'est ça qu'on amène. Nous avons des psychologues et tout là qu'on reçoit les couples, soit individuellement ou les deux ensemble, pour leur parler un peu de ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas. En quelque sorte, vous êtes un cadre d'écoute. Un cadre d'écoute. Voilà, alors, quel autre objectif vous avez? Le deuxième objectif, c'est résoudre les conflits conjugaux et réduire le taux de divorce au Bénin. Là, c'est beaucoup plus grand. Je m'arrête sur cet objectif-là. Je tourne vers le président. Oui. C'est trop lourd. Vous parlez de résoudre les conflits et réduire le taux de divorce au Bénin. Est-ce que ce n'est pas un objectif qui est lourd pour vous? Non, parce que, vous voyez, les problèmes de couple, ce n'est pas facile à gérer. Parfois, même dans le cadre de la famille, ce n'est pas facile à gérer. Qu'en serait-il pour quelqu'un d'autre qui est hors famille, mais qui accepte de dire, moi, j'accepte d'endosser cette responsabilité-là, de résoudre un conflit de couple, un conflit familial entre papa et maman, et d'amener à ce que le taux de divorce au Bénin soit revu à la baisse. Est-ce que ce n'est pas un objectif lourd pour vous? Non, pas du tout. Vous savez pourquoi l'objectif, l'histoire et l'ONG même a été clé? Parce que nous avons constaté que vous êtes issu d'une famille
riches, financièrement assis. Et puis, la faute, comment on appelle, la famille de la belle famille, je parle du côté de la table de votre femme, si c'est vous qui les assistez financièrement, si le monsieur a un problème avec leur fille, si il part voir les enfants et la belle famille, vous allez voir que le jugement, même si le monsieur est en tort, le jugement ne sera pas les mêmes. Parce que déjà que le monsieur qui les supporte, même si leurs enfants, la fille a raison, vous allez voir qu'ils vont dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ils vont mettre les torts sur la fille. Et comme ça, la femme est frustrée. Ça veut dire qu'elle n'a pas quelqu'un à qui aller se confier. Ses parents qui sont de dernier recours où elle va partir voir et avoir des conseils, avoir maintenant un gars. On tourne dos parce que déjà financièrement le mari est à l'aise. Et c'est-à-dire que c'est lui qui finance la famille, la belle famille. Donc qu'est-ce que la belle famille peut maintenant régler comme situation là? Déjà que la belle famille ne peut pas régler comme raison. Qu'est-ce que de l'autre côté, la famille du monsieur aussi, c'est pareil. Vous voyez maintenant, donc il y a des cas qui sont comme ça au Bénin, qui souffrent en silence, parce que ça autrement dit, des gens qui ne savent pas à qui se confier. Voilà, parce que déjà que déjà vous voyez déjà de l'injustice déjà là, déjà entre la famille et sa propre famille, avec son mari. Donc c'est ça qui crée aujourd'hui maintenant beaucoup d'infidélité et beaucoup de stress dans la famille. Eux n'arrivent pas, les femmes sont fermées. La femme est fermée et puis elle ne peut plus dire quelque chose. Et puis comment, mais si vous allez... Elle souffre en quelque sorte dans le silence et puis dans le couple. Voilà. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que lorsque par exemple vous recueillez peut-être ces femmes-là solitaires, voilà, vous leur remontez la tête pour être contre le mari par exemple? Parce que voilà, la femme qui n'est pas supportée par sa famille cherche toujours quelqu'un à qui se confier, mais elle vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'elle ne se remonte pas contre son mari à la maison? Très bien, l'objectif n'est jamais de remonter la femme contre son mari. C'est important. Très bien. Alors, nous allons revenir sur cet objectif-là. Et troisième objectif, monsieur le secrétaire. Oui, notre troisième objectif, c'est assister les foyers en difficulté sur les plans psychologiques, moraux et matériels. Pourquoi il n'y a pas financier dedans? Je m'attendais à ce que vous parlez sur le plan financier. D'abord, vous parlez sur le plan... Le matériel, il faut avoir les finances pour avoir le matériel. De quel matériel vous parlez? Est-ce que si le couple n'a pas un poste téléviseur à la maison, vous assistez ce couple à avoir un poste téléviseur, c'est ça? Bon, c'est pas forcément. Puisque là, nous n'avons pas un fonds réellement solide pour faire face à ça. Tout à fait. Mais on peut amener les familles à s'autosuffire. On leur enseigne vous les orientez. On les oriente par exemple vers des activités. Nous-mêmes, on initie des formations avec les femmes et par le cas passé dans la commune de Abomey-Calavi, toujours à Ouattara là-bas, on a reçu des femmes qu'on a formées pour comment fabriquer les savons, les petits trucs là, shampoing pour les femmes, pour que l'homme ne soit pas obligé forcément de sortir l'argent pour pouvoir... Et là, ça participe à l'épanouissement du couple. Et le quatrième et dernier objectif? Le quatrième et dernier objectif, c'est mettre en place des stratégies techniques et de suivi et évaluation des couples en difficulté. Donc, c'est la suite, quoi. Le français est un peu lourd. Monnaie-nous un peu cet objectif-là. Après avoir reçu, par exemple, les couples en difficulté, il faut les suivre. C'est-à-dire après les avoir écoutés, après les avoir conseillés, et ils retournent chez eux. Vous, maintenant, vous les suivez pour voir si tout ce qu'ils ont reçu comme conseil, comme orientation, est-ce que c'est suivi à la lettre dans le couple? Et apporter des rectificatifs si c'est nécessaire. Voilà. Alors, quelles sont aujourd'hui vos actions sur le terrain, Monsieur le Président? C'est vrai que vous êtes fixé des objectifs. Moi, je pense que ces objectifs sont vraiment lourds. Il faut avoir le courage de le dire. Vous avez cité 4 objectifs. Je prends par exemple le second objectif où vous parlez de résoudre les conflits. C'est ça la seule. Même les tribunaux aujourd'hui n'arrivent pas à gérer correctement ça, les familles n'arrivent pas à gérer. Vous êtes fixé cet objectif-là. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain aujourd'hui pour atteindre ces différents objectifs-là? Oui,
Alors aujourd'hui, nous avons on a fait beaucoup d'activités sur le terrain. D'abord, on passe d'abord par la sensibilisation. C'est la première des choses que nous sommes en train de faire. Vous sensibilisez comment? En présentiel? Vous rassemblez des couples ou des femmes et vous les sensibilisez? Oui, d'abord, nous passe d'abord actuellement, nous sommes en train de passer dans les villages et nous voyons d'abord le délégué, on passe par le délégué, les autorités locales et puis nous allons voir et puis ensuite nous les exposons aussi en réalité nos objectifs, ce que nous voulons faire, l'activité que nous voulons mener dans la zone et puis on essaie de recueillir les informations, on fait programme avec eux après pour quand même avoir les femmes et les hommes que nous voulons et puis nous passons les activités avec le coach et les coachs sont là, on vient avec les coachs et puis on prend une thématique et puis on... Cela voudra dire que la sensibilisation se fait aujourd'hui avec des spécialistes. Et ces spécialistes viennent, ils choisissent des thématiques données, ils entretiennent avec la population cible, voilà. Et puis on fait le débat avec les ateliers même, avec les gens qui sont là. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres. Tout le monde n'est pas ouvert, consentant par rapport à ça. Mais d'autres, comme c'est le début, d'autres arrivent, d'autres donnent leur apport. Et surtout, en tout cas, nous sommes contents que les autorités de la zone ont déjà ces gens de cas qui gèrent. Et quand on vient déjà, ils sont déjà à l'aise, ils sont contents que nous sommes une ONG qui est venue penser à eux dans le village. Dans les villages. C'est déjà bon. Est-ce que vous avez, en dehors de cette sensibilisation, vous avez d'autres actions que vous menez sur le terrain, monsieur le secrétaire? Oui. Vous savez, les domaines sont multiples et ça dépend disons, de la localité où nous allons. Et nous avons prête oreille aux plaintes et nous savons quelle est la stratégie à mener pour pouvoir atteindre ces cibles-là afin qu'ils rentrent dans l'ordre, je veux dire, qu'ils se remettent en cause pour savoir que nous devons rester ensemble pour la vie. Et là, bon, il y a beaucoup d'actions. Le centre d'écoute, par exemple, on prend les couples différemment. Et ils se rapprochent de nous, on écoute, on fait inviter aussi l'homme, on écoute. Et après, on fait, comme l'a dit le président, nous avons des spécialistes en la matière, des psychologues qui travaillent avec nous et qui nous aident quand même à résoudre un tant soit peu les problèmes. À réduire les problèmes. Voilà, oui. Un tant soit peu, c'est-à-dire, bon, c'est pas possible qu'on a réglé complètement. Alors, de le dire, même les juristes n'arrivent pas à gérer correctement les histoires de couple. Alors, vous avez parlé, si je dois faire un petit résumé par rapport à ce que vous venez de dire concernant les différentes actions. D'abord, il y a la sensibilisation où vous partez dans les hameaux, dans les coins pour essayer de sensibiliser les couples, enfin les femmes et autres. Et il y a également que vous avez un centre d'écoute qui vous permet de recueillir les différentes plaintes des uns et des autres, de les confronter et de laisser. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé dans les objectifs, vous avez dit qu'il y a de suivi, évaluation. Comment vous arrivez à suivre les couples que vous avez en amont orientés ou bien les couples que vous avez en amont qui étaient en voie de divorce mais que vous avez réussi à les ressouder ensemble? Comment vous arrivez à les suivre? Oui, de loin comme de près, ça se fait. Et parfois quand le travail est fait, il y a on les invite à nouveau pour des séances de partage. Et dans ces partages-là, le spécialiste s'y connaît, il met pour tester, voir est-ce que ça va bien là-bas. Et là, si ça va bien, c'est bon, c'est à l'actif des couples. Mais si ça ne va pas, on fait des retouches pour dire, bon, on a remarqué, ainsi de suite. Et des visites à domicile aussi. Des visites à domicile. Juste pour dire, on est venu vous saluer. Avec les yeux, on visite pour voir quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement. Ça dépend de quelles sont les plaintes, quels sont les problèmes qu'on a tenté de résoudre. Voilà. Alors, des actions, vous menez des actions, il devait y avoir aussi des difficultés parce que le travail, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail, je vais dire, titanesque, où il faut vraiment avoir la patience pour faire. Parce que, le président l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'éducation où chacun apporte
l'éducation dans son foyer, son éducation qu'il a reçue. Est-ce qu'avec tout ce que vous venez d'énumérer, les différents objectifs, les différentes actions que vous menez sur le terrain, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez, Président? Dans tout domaine, il y a toujours des difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout d'abord quand c'est difficile, très difficile d'amener une personne à se confier à vous. Très difficile. Et on a cette personne devrait vous placer sa confiance d'abord. Et vous devez passer par les moyens, les faire comprendre que pour l'amener à se confier, que c'est de la confidentialité, c'est dans la confidentialité et que ce n'est pas quelque chose qu'on va divulguer ailleurs. Le faire comprendre, appeler aussi le mari, comme la femme aussi, et les amener, parce que c'est très difficile, il y a des couples qui sont vraiment offensifs, sont sur leur offensif, et puis quand vous les appelez, vous voulez vous parler de quoi, vous voulez pas. Donc, on a des difficultés là, on a à se rapprocher de certains couples en difficulté. Voilà. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons toujours, et quand à un niveau donné, les couples voient aussi déjà que ceux-là sont venus aider les choses-là. Et aussi, c'est la manière, il faut aussi, parce que les gens sont très difficile que nous avons ces plaintes-là aussi. C'est les enquêtes. Ils font des enquêtes, vous voyez. Et c'est à travers nos enquêtes que nous arrivons à détecter des problèmes. Parce que les gens ne vont pas s'afficher et dire que voilà, il y a des problèmes ici. C'est très difficile. Malgré que nous avons notre numéro pour qu'ils nous appellent, pour que nous puissions venir et les aider dans les problèmes qui sont engagés dans le coup. Mais on ne voit pas aussi la mobilité de ces foyers-là. De ces foyers-là, d'autres difficultés, secrétaire? Oui, bon, je crois que le président tout à l'heure, peut-être il a oublié d'en parler. Et il y a un couple où on a reçu la femme, mais l'homme refuse de se présenter. Comme il vient de le dire, les gens n'ont pas confiance et d'autres il est venu, mais peut-être l'homme pensait que voilà, c'est quelque chose de tribunal de la justice où il peut être arrêté. Et il veut pas en parler, il dit qu'il veut pas en parler, que c'est son privé, il dit que c'est son privé. Bon, et là, les difficultés, on est obligé de demander à la dame, on le met en relation avec le psychologue et qui a sa technique et sa manière de faire pour là, ça le travail au siège, mais se déplace, c'est-à-dire le débat est déplacé vers les psychologues. Et là, c'est un rendez-vous et comprend, ils ont leur technique pour faire accepter les gens les rendez-vous et venir parler de ce sujet-là. Donc si je comprends bien, la toute première grande difficulté, c'est le fait qu'il y a des couples, malgré qu'ils soient en difficulté, n'arrivent pas à se confier. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez peut-être des techniques qui les poussent peut-être à avoir confiance en vous et à dire, voilà, avec ce qui se passe maintenant, je peux aller me confier à cette ONG-là? Oui, la technique, c'est de faire en sorte à se confondre à eux. Et parfois même faire ami avec l'un ou l'autre. Et pour aller progressivement et pour qu'il ait confiance, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour qu'il ait confiance que je peux parler de mon fort intérieur là, de mes problèmes à celui-ci. Alors, voilà les difficultés. Maintenant, les objectifs, les actions, ces difficultés-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites une rétrospective, vous arrivez à dire, voilà, avec notre ONG, nous avons su atteindre tel objectif, ou du moins, nous avons sauvé, puisque l'objectif principal, c'est de sauver les couples en difficulté. Est-ce que vous comptez aujourd'hui des couples avec lesquels vous pouvez brandir fièrement votre fierté, si je peux m'exprimer ainsi pour dire, tel couple, c'est grâce à nous que nous les avons ressoudés de nouveau, tel couple qui n'est pas divorcé, c'est grâce à notre intervention. Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des preuves aujourd'hui que vous pouvez nous donner? Oui, c'est vrai que nous ne pouvons pas dire que de façon d'emblée, tout problème est réglé. Non. Mais il y a une tentative de réunification, de remettre ensemble les couples et construit. Donc, c'est vrai que ça marche, mais vous savez, pour faire changer d'habitude à quelqu'un, ce n'est pas facile. Il faut aller de façon progressive. Donc, on a eu assez de couples avec qui on a échangé, on a fait du travail, et ainsi de suite.
Et ça a marché. Ça a marché. Et l'épanouissement, là où ça a marché, c'est que par rapport à l'épanouissement des enfants, c'est ça surtout qui est le problème réel. Qui est d'ailleurs votre priorité. Voilà, vous essayez de regarder cette couche-là qui est la plus vulnérable. Nous tendons vers la fin de cette mission, encore quelques 2 minutes. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant que je ne laisse la parole au secrétaire par rapport à tout ce que nous venons de faire? Bon, et avant, j'ai oublié quelque chose à ajouter. C'est au niveau au niveau de notre centre d'écoute, nous avons des ateliers. Il y a la formation des jeunes du 18 ans jusqu'à un âge donné pour les préparer pour leur vie de couple. C'est-à-dire vous anticipez sur la sensibilisation de la vie de couple. Maintenant, il y a aussi d'autres sessions pour les jeunes qui sont déjà, qui tendent vers déjà le mariage, qui veulent déjà former leur couple. Il y a aussi une session pour eux et là une formation que les coachs suivent avec eux. Donc, au niveau de notre centre d'écoute, nous avons des jeunes avec 18 ans. On fait la sensibilisation. Il y a aussi d'autres saisons où il y a les parents qui n'arrivent pas parler du sujet de la sexualité avec leurs enfants. Et ils ont honte de parler avec eux. Donc, nous avons des sessions là. Les coachs, nous avons les psychologues qui arrivent avec les enfants de 12 ans, 14 ans, qui anticipent sur la communication sexuelle. Donc, il y a des parents qui sentent que bon, ma fille a commencé par tutoyer des filles, les garçons, tout comme ça. Voilà. Et quand ils arrivent à nous inscrire leurs enfants dans notre... Il y a, comment on appelle, quand ils arrivent à s'inscrire les enfants chez nous, les psychologues arrivent à parler avec canaliser ces enfants. D'énormes opportunités pour les enfants, il faut avoir le courage de le dire parce qu'il est difficile aujourd'hui d'aborder la question de la sexualité avec les enfants de 12 ans, de 13 ans, où les parents aujourd'hui ont la possibilité de contacter votre ONG pour pouvoir essayer d'amener ces enfants-là à parler de la sexualité, la communication de la sexualité. Nous sommes pratiquement à la fin. Encore je vais arracher quelques 10 secondes chez le réalisateur pour m'adresser au secrétaire s'il a juste un dernier mot à dire avant qu'on ne se quitte. Bon, le dernier mot, c'est juste, comme les spectateurs le voient, nous avons une ONG qui s'occupe de cette situation et nous n'avons pas la prétention de tout connaître, puisqu'on fait intervenir beaucoup de paramètres, beaucoup d'acteurs pour pouvoir aller sur ce terrain-là, qui est très dangereux, qui est difficile, pas dangereux, mais difficile à gérer. Donc, nous sommes là. Et je rappelle que votre ONG, c'est ONG Foyer FIFA. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir accepté de partager ces 52 minutes de télévision avec nous. Chers téléspectateurs de Free Speech, l'émission qui nous rassemble, c'est la fin. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro pour aborder un autre sujet, pourquoi pas de l'actualité nationale ou internationale. C'était Louis Assoba, à bientôt.